s'est passé là, c'est pas l'eau qui est montée, ça a été un tsunami. Là, vous vous retrouvez en enfer parce que vous n'avez plus rien, vous avez que des cailloux, que de la caillasse. Vous n'avez plus rien, aucun souvenir qui traîne, rien. Sous mes yeux, j'ai vu une enfant implorer les secours. J'ai crié « à l'aide, à l'aide », mais personne ne pouvait nous entendre. J'avais du sang qui me coulait sur le visage. Quand j'ai voulu bouger ma jambe, j'étais paralysé. C'est comme si un assassin passait, faisait des victimes et disparaissait. On voyait de l'eau jusqu'en haut de la baie vitrée. Donc on s'est dit, on est dans notre maison, mais on est dans la mer, quoi. Pas d'étage, prêt au piège. Il faut sortir de la maison parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'eau va rentrer. Oh, j'ai dit, ça y est, on est fichu, là. J'ai dit, on est fichu. On est fermé, complètement tout fermé. Partout dans le monde, la fureur de l'eau frappe les populations et ravage les terres. Indomptable, l'eau surgit brusquement. Pluies diluviennes, rivières qui sortent de leur lit, océans en furie, les inondations ont des causes multiples. Mais à chaque fois, rien n'arrête la puissance dévastatrice de l'eau. « 15 juin 2010. Une catastrophe naturelle frappe le département du Var. Des pluies diluviennes s'abattent dans la région de Draguignan et font déborder torrents et rivières. En quelques minutes, les routes sont submergées. Le paysage prend des allures d'apocalypse. Dans leur voiture, dans la rue, ou réfugiés sur le toit de leur maison, les habitants vont subir la violence des éléments. On avait l'impression sur le versant d'être dans un autre pays parce qu'il y avait des cascades d'eau. On avait vraiment l'impression que des géants vidaient les piscines comme ça, comme des grandes carafes, quoi, hein. Il y avait de l'eau, mais partout. On rendez compte, c'est quelque chose vraiment d'effroyable, effroyable. Cet après-midi-là, Jean-Louis et Paul s'absentent de leur maison. La pluie ne cesse de tomber et sur la route du retour, le couple fait face à la brutale montée des eaux. Je ne pensais pas du tout qu'il y avait une catastrophe à ce point, quoi, hein. On pensait que la rivière avait débordé forcément, hein. Donc j'ouvre le portail et puis bon, j'avance et puis à mesure l'eau montait. J'avais de l'eau jusqu'à la taille, tout d'un coup, un amas de chaises de jardin, de transat au milieu du chemin. Moi, dans ma tête, je voulais passer au-dessus. Et mon mari, à ce moment-là, me dit, mais il n'y a plus de maison. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est tous les détritus qui arrivaient, enfin les détritus, les objets divers qui arrivaient de ce côté-ci, d'ailleurs, et qui passaient très vite pour aller de l'autre côté, là-bas. Mais là, déjà, entre le mur, le toit là, du petit cabanon et l'arbre en face, normalement, je vois ma maison. Je vois le toit de ma maison. Et là, déjà, je ne voyais plus rien. Il m'a dit, il faut partir. Ça sentait le gaz, en plus. Il m'a traîné parce que, bon, ben, lui, il a réalisé. Moi, à ce moment-là, je n'ai pas réalisé. J'appréhendais, moi, le lendemain, de retourner parce que mon mari voulait aller voir. Moi, j'appréhendais. Et finalement, je n'ai pas voulu qu'il y aille tout seul parce que, bon, ben, j'ai voulu aller avec lui. Mais j'ai plus reconnu. Paul et Jean-Louis vivaient dans cette maison de 170 mètres carrés depuis 23 ans, entre une forêt de bambous et la rivière.
Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Le 15 juin, et en l'espace de quelques minutes seulement, une vague géante a tout emporté. On a retrouvé un platane absolument énorme à l'emplacement même de la maison, avec les feuilles, le tronc et les racines. Et en plus, à Tarado, il n'y en a pas de platane. Donc, il est venu déjà, on ne sait pas où. La vague est descendue des collines autour de chez eux. Ravageant les villages, l'eau s'est chargée d'arbres, de voitures et même de cadavres d'animaux. Le jour de la catastrophe, au plus haut niveau, l'eau avait dépassé les vignes, là. Ce qui fait en gros une largeur de 200 mètres. Et ça descendait très très vite. On avait dépassé largement le pont, hein, le tablier du pont. Donc vous voyez à peu près la distance que ça fait. D'en bas jusqu'en haut, il doit y avoir, je sais pas, 8-9 mètres, 9 mètres, 10 mètres, j'en sais rien. Mais bon, c'était au niveau des voitures. Voilà. Donc c'est sûr que notre maison, elle n'a pas fait un pli. Voilà. La veille, Météo France avait lancé un bulletin d'alerte orange pour les 2 journées des 15 et 16 juin. De fortes pluies étaient annoncées sur tout le département du Var. Ces précipitations aussi abondantes s'expliquent par le fait qu'elles proviennent d'une perturbation qui a circulé au-dessus de la Méditerranée. Donc Méditerranée, mer relativement chaude. En plus, c'était de l'air qui avait un fort pouvoir évaporant, donc il s'est chargé considérablement en humidité au cours de son séjour au-dessus de la mer. Et ces pluies se sont déversées donc sur le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en particulier sur le Var. Les sols gorgés d'eau en cette période de l'année ne peuvent absorber la crue torrentielle. Sur les ruines de sa maison, Paul fait face au désastre. J'ai eu beaucoup de larmes, hein. Même encore maintenant, parce que bon, c'est pas évident, hein. 23 ans dans une maison, on a marié notre fille, on a fait le baptême de nos petits-enfants. Bon, tous les dessins que mon petit-fils, l'aîné, avait fait, j'avais tout mis ça dans un porte-document, j'avais tout, les couronnes des rois de la naissance, chaque fois j'avais marqué les dates. C'est absurde, hein, de penser à des trucs pareils. Tous ces souvenirs... des photos de mon père que j'ai perdu lorsque j'étais très jeune, donc le mariage de mes parents que j'avais en photo, tout ça c'est fini. L'ampleur de l'inondation prend de court l'ensemble des moyens de secours. Dans la soirée du 15 juin, près de 100 000 foyers se retrouvent sans électricité ni téléphone. Les ponts et les routes ont cédé. Plus de 2500 personnes attendent de l'aide. L'armée est appelée en renfort. Les hélicoptères de la marine et de l'armée de terre sont mis en alerte. Mais les conditions climatiques sont désastreuses. Ils ne pourront décoller qu'au lever du jour, le 16 juin. Je découvre l'ampleur du sinistre finalement en arrivant sur zone le lendemain matin, après avoir décollé de hier. Et là, c'est beaucoup d'eau. Et puis rapidement, une fois qu'on arrive sur zone, beaucoup de gens isolés sur les toits. Et cette impression de débarquer effectivement dans une grosse catastrophe avec énormément de sinistrés. Les hélicoptères de la Marine nationale volent tout au long de la journée. 583 personnes sont secourues, dont 250 par hélitreuillage. Frigorifiés, les sinistrés ont tous vu la mort de près. En arrivant sur zone, le fait de voir tous ces gens isolés sur ces maisons, on ne sait pas par quel bout commencer. On remonte les personnes les unes après les autres et tout s'enchaîne très très vite, quoi. 5 fleuves et leurs affluents sont responsables de ces crues exceptionnelles qui paralysent la région pendant 2 jours. Dans certaines zones, des milliers de personnes sont prisonnières de la montée des eaux sans qu'aucun secours ne puisse parvenir jusqu'à elles. Bernard et Nicole vivaient dans cet immeuble, au bord de la rivière. Voilà ce qui fut notre appartement jusqu'au 15 juin, en tout cas ce qu'il en reste. Hein. La rivière ne montait pas d'une façon lente, mais très rapide et tout à fait anormale par rapport aux autres inondations que nous avions pu subir les années précédentes.
Donc l'eau a commencé à envahir la terrasse et elle s'est infiltrée par la porte-fenêtre et par la baie vitrée qui se trouvait à cet endroit-là. Même là, actuellement, j'ai envie de partir. Parce que je regarde, je sais pas, je vois toujours cette eau franchir le balcon et puis rentrer. Les voisins du 2e étage assistent à la montée des eaux. Le rez-de-chaussée où vivent Nicole et Bernard risque d'être submergé. Nos voisins descendent, nous disent « Écoutez, il ne faut pas rester dans l'appartement, venez vite vous réfugier chez nous ». Après bien des efforts, Bernard et Nicole, accompagnés de leurs voisins, parviennent jusqu'au hall d'entrée envahi par les eaux. Donc je vous laisse imaginer la situation. Hein. Nous sommes là, nous avons 1,50 m d'eau avec un courant terrible qui emporte tout sur son passage, qui charrie tous les débris. Il y avait une puissance dans cette eau. En plus, elle était boueuse, elle sentait très mauvais, elle sentait le mazout, elle sentait les fosses septiques qui étaient en train de ressortir parce que nous avons des magasins qui avaient des produits toxiques qui s'étaient répandus. Ça brassait. On n'arrivait pas à avoir l'équilibre, à marcher et avoir l'équilibre sur le carrelage. C'était comme si on était dans des rapides. L'un des voisins, celui qui est venu alerter le couple, glisse en tentant de traverser le hall d'entrée. Et là, il a été emporté par les flots dans cette cage d'escalier qui menait aux caves. Je me suis trouvé entre les voisins qui frappaient à la porte en disant « Au secours, on va se noyer », et ce monsieur Soli qui m'appelait au fond de la cage d'escalier. J'ai essayé d'aller le récupérer. Mais j'ai vite constaté que si j'y allais, je pourrais peut-être plus remonter. Alors bon, je me suis dit, dans l'affolement, il n'y a qu'un moyen. Donc je me suis précipité dans notre appartement, j'ai noué 2-3 draps, et je me suis dit, si j'arrive à lui passer un drap, j'arriverai à le tirer à contre-courant pour qu'il puisse remonter. Bon, j'ai pas pu le faire. Cette scène-là, je la revis tous les jours. Voir mon voisin et ami qui part dans une cage d'escalier, et je ne peux rien faire pour le sauver, pour l'aider, c'est atroce. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est atroce. Bon, j'ai pas pu. Ce drame aurait-il pu être évité? Des plans de prévention de risque d'inondation existent en France. On avait un plan rivière qui a été commandé par les élus. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été commandé par les élus, payé par les élus. Ce plan rivière, il préconisait sur 10 ans des mesures. Et tout ce qui s'est passé était prévu. Alors pourquoi on n'a pas appliqué ce plan? Alors aujourd'hui, c'est évident, on dit, bon, parce que c'est une question de financement. Bon, c'est vrai. Mais la catastrophe d'aujourd'hui, le prix il est 10 fois, 20 fois plus élevé que ce qui aurait dû être prévu. Les chiffres officiels font état de 25 morts et de 3 disparus. Mais selon de nombreux témoins, la catastrophe aurait fait en réalité bien plus de victimes. À 15 jours de la saison estivale, la Côte d'Azur n'a pas pris le risque d'une telle information. Quelques mois auparavant, c'est une dépression venue de l'Atlantique qui s'abat sur l'île touristique de Madère, à 1000 km du Portugal. Plage, montagne, cette île est un petit coin de paradis au cœur de l'océan Atlantique. Les sommets de l'île culminent à 1700 mètres d'altitude. Madère, ce sont avant tout des pentes escarpées. Moins de 10 km séparent les plages du sommet des montagnes. Le 20 février 2010, le ciel de Madère s'assombrit. Des pluies torrentielles s'abattent sur l'île.
Un déluge qui frappe de plein fouet la capitale, Funchal. Avec une violence inouïe, l'eau dévale des montagnes jusque dans le centre de la ville. Des torrents de boue et de pierres pulvérisent routes et habitations. Rien ni personne ne peut arrêter la course folle de l'eau. En tout juste 1 heure, l'île paradisiaque se transforme en enfer. La ville de Funchal s'étend jusque sur les hauteurs. La plupart des habitants vivent dans des maisons construites à flanc de montagne. Ce sont ces quartiers qui vont être les premiers touchés par la trajectoire meurtrière des coulées de boue. Quatre mois après la catastrophe, voilà à quoi ressemblent les zones montagneuses de Funchal. La fureur de la nature a réduit à néant bon nombre de maisons. Des souvenirs s'amassent au milieu des décombres. Dulio a 19 ans. C'est un miraculé de la tragédie du 20 février. Il vit dans cette maison depuis son enfance. Il y avait une chambre ici. Et la puissance de l'eau qui dévalait des sommets a détruit cette chambre. L'eau arrivait de là-haut et elle dépassait le toit de cette maison. Il est 10 h du matin. Une première avalanche de boue vient d'avoir lieu. Alors que Dulio, aidé de son père, tente de protéger la maison, une seconde coulée de boue va s'abattre sur la terrasse. Dulio est fauché par les flots. Tout ce que l'eau emportait me tombait dessus. Du bois, des pierres. Puis j'ai encore senti d'autres objets me frapper dans le dos et me projeter par-dessus ce pont. Là, je suis tombé de 10 mètres de haut. J'avais l'impression d'être dans une bétonnière. Dulio est entraîné sur plus de 3 km, un calvaire interminable. La catastrophe de Madère se déroule un samedi matin. Ce sont les pluies torrentielles qui réveillent brutalement la ville et ses habitants. À ce stade, on ne savait pas si c'était une tempête ou un tremblement de terre, parce qu'il y avait des coulées de boue de partout. En l'espace de 30 minutes, l'eau monte à plus de 1,50 m. La pluie ne cesse de tomber depuis 4 mois. La terre est saturée d'eau. Ce jour-là, en moins de 3 heures, il pleut comme pendant les 3 mois de l'hiver. Ce phénomène brutal est lié au climat subtropical de Madère. Nous avons sur cette île des crues soudaines. C'est-à-dire que lorsqu'il pleut fortement ici, en haut de la montagne, 2 heures plus tard, toute l'eau se retrouve tout en bas et provoque une crue. Mais lorsque la pluie s'arrête, 3 ou 4 heures plus tard, le calme revient. C'est comme si un assassin passait, faisait des victimes et disparaissait. L'origine de la catastrophe prend sa source à 1700 mètres d'altitude. Depuis des millions d'années, et au gré des changements climatiques, la roche s'est fissurée. Lorsqu'il pleut très fort, toutes ces roches glissent comme des bagages sur un tapis d'aéroport. Elles arrivent tout en bas avec une violence inouïe. Et c'est pourquoi il y a autant de victimes. Et pourquoi en est-on arrivé là ? Parce que depuis plus de 5 siècles, les incendies, le pâturage des moutons et des chèvres et le déboisement ont mené à cette désertification. Sur les pentes de ces montagnes, les maisons construites illégalement n'ont aucune fondation. Lors du déluge du 20 février, l'eau a agi sur le sol comme une lame de rasoir. Posées comme des Legos, ces habitations n'ont pas résisté aux tranchants de l'eau et aux éboulements. Fatima est une des habitantes de la zone la plus touchée par la catastrophe. De chez elle, elle a été le témoin de scènes d'horreur qu'elle ne pourra jamais oublier. Juste devant moi, j'ai vu un énorme éboulement qui a emporté des maisons, des voitures et beaucoup de terre.
et qui a aussi emporté dans la rivière une jeune fille et son bébé de 9 mois. Dans les montagnes, les victimes subissent les éboulements et restent coupées du monde tout au long de la journée. Même les hélicoptères ne peuvent pas y accéder. Les fils électriques apparents empêchent tout survol de la zone. C'est donc la solidarité entre les habitants qui va permettre d'éviter d'autres drames. Louis a 15 ans. Le 20 février, je sortais de chez moi quand j'ai vu une grande coulée de boue s'abattre sur cette maison. J'ai tout de suite voulu aider. Alors je suis descendu jusqu'ici. La maison commençait à glisser et il y avait un grand trou dans la cuisine. Il était environ 10 heures quand nous avons sorti de cette maison un vieux monsieur qui ne se rendait pas compte de ce qui était en train de se passer. Grâce à Louis, cet homme est aujourd'hui vivant. La maison s'est effondrée, il n'en reste plus que le portail du jardin. Lorsque nous avons voulu nous enfuir, nous avons vu tomber une grue sur une maison et cela a tué 5 personnes. Et là, ça a été un grand chaos. On entendait crier de partout et on ne pouvait rien faire. En bas, dans le centre-ville, c'est la brutale montée des eaux qui terrorise la population. Seuls 5 hommes vont pouvoir secourir les habitants bloqués dans les rues de Funchal. Ces 5 sauveteurs appartiennent à une unité de secours en mer, le SANAS. Il reçoit l'alerte à 10 h du matin et intervient à l'aide d'un seul Zodiac. Le seul moyen que nous avions pour sauver les gens qui étaient coincés au premier étage et sur les balcons était de venir les chercher en Zodiac. On s'est déplacé en bateau, là où on passait en voiture d'habitude. L'eau est montée de 3 mètres en une demi-heure. Nous avons eu plusieurs difficultés à surmonter. D'abord, le courant était très fort dans les rues où on se trouvait. On entendait les alarmes sonner de partout, ce qui voulait dire qu'il y avait encore de l'électricité. On pouvait se faire électrocuter. On avait peur que les immeubles dans lesquels les gens se réfugiaient s'écroulent sous la pression des eaux. Je pense avoir sauvé 40 personnes. Personne n'était préparé à une telle catastrophe. Quand on voit les rues de la ville aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que tout ici était à l'envers. Doulio a attendu de longues heures les secours qui ne sont jamais venus. Emporté par les eaux à 10 h du matin, son calvaire commence. C'est dans cet effroyable amas de voitures, de bois et de terre qu'il reprend connaissance 2 heures plus tard. Aujourd'hui, il se souvient de son accident. Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé sous des voitures. J'avais du sang qui me coulait sur le visage. Quand j'ai voulu bouger ma jambe, j'étais paralysé. J'ai vu qu'elle était totalement retournée, désarticulée, comme s'il n'y avait plus d'os. Et puis, j'ai entendu des voix et j'ai supplié qu'on me sorte de là. Oui, je suppliais. À 15 h, Doulio sort de l'enfer aidé de ses voisins. Ce sont eux qui appellent les secours. L'ambulance met 2 heures à rejoindre l'hôpital. Au service des urgences, tout le monde est sur le pied de guerre. C'était un scénario de guerre. Et comme dans toutes les guerres, il nous fallait un plan d'attaque. La situation était très grave. Normalement, les gens auraient dû crier et perdre totalement leur sang-froid. Pourtant, ce qu'on a vu nous a étonnés. On lisait l'effroi sur leur visage. Il y avait un silence de mort dans le service, ce qui nous a bien aidé à faire notre travail, je dois l'avouer. Voilà à quoi ressemble Doulio à son arrivée à l'hôpital.
Les blessés arrivaient avec des plaies infectées. Ils avaient les membres supérieurs et inférieurs cassés parce qu'ils avaient été emportés par des éboulements. Parfois, ils étaient traînés sur plusieurs centaines de mètres ou même plusieurs kilomètres, comme dans le cas du jeune Dúlio. On se demande vraiment comment il a fait pour survivre. Quand je me souviens des pierres, des troncs d'arbres, des voitures, des torrents, je me dis qu'il n'y a qu'un miracle qui puisse expliquer que je sois encore en vie. Pour certaines victimes, le 20 février 2010 va se prolonger encore plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. La catastrophe a fait 42 morts. Ce sont les éboulements qui ont tué. Toutes les victimes vivaient dans les zones montagneuses de Funchal. Une semaine, jour pour jour, après les inondations meurtrières de Madère, la côte ouest de la France est dévastée en l'espace d'une nuit. Cette fois-ci, l'eau est venue de la mer. La nuit du 28 février 2010, les côtes charentaises et vendéennes vont faire face à des inondations d'une rare violence. La mer monte à plus de 8 mètres, un niveau exceptionnel pour la région. Et le vent souffle à plus de 130 km/h. Sous l'influence de la pleine lune, une tempête se prépare. Xynthia frappe, tel un raz-de-marée. L'ensemble de la population des départements de Charente-Maritime et de Vendée est pris par surprise. Cette nuit-là, l'eau devient l'ennemi public numéro 1. À quelques kilomètres de La Rochelle, la baie d'Étré se découvre sur plus d'1 kilomètre de plage. Derrière la dune et en contrebas de la voie ferrée, la route de la plage compte une centaine de maisons. À 2 pas de la mer, le lieu semble idyllique. Pourtant, la route de la plage d'Étré est une cuvette, un véritable piège pour ses habitants. Dans cette maison vivaient un couple et leur petite fille. 4 mois après le drame, ils racontent cette nuit d'angoisse. Il y a quelqu'un qui vient frapper à notre porte. Donc c'est une dame qui se présente comme étant une dame de la mairie et qui nous prévient qu'il y a avis de tempête lancé par la préfecture, qu'il va y avoir des vents violents jusqu'à 140 km/h, qu'il faut faire attention et rester donc dans nos maisons, éviter de sortir. Au départ, c'est un samedi soir comme les autres, mais on restait plus ou moins éveillé pour voir s'il allait se passer quelque chose ou pas. Le fait d'avoir invité mon beau-frère et ma belle-sœur dîner ce soir-là, c'était une chance inouïe pour nous parce que ça se passe dans les mêmes conditions. Sans l'invitation, à 5 h du matin, on dort. Par chance, cette famille ne dormait pas au moment du drame. Mais à l'autre bout de la rue, un couple de personnes âgées va, lui, être surpris par l'eau dans son sommeil. Nous nous sommes couchés en nous disant « Bon, ça va être fort, il faut tout boucler, absolument ». Il est 23 h. Et à l'abri dans leur maison, les habitants n'ont pas encore pris la mesure de l'intensité du drame qui va se jouer. On n'a pas pris conscience vraiment de l'importance des faits qui allaient arriver après. 48 heures plus tôt, Météo France avait prévu la conjonction entre une marée haute et un fort coup de vent. Le scénario catastrophe se confirme le soir du 27 février. La mission des hommes de Météo France est primordiale, assurer la sécurité des biens et des personnes. Ils disposent d'un outil, la prévision numérique, qui leur permet d'émettre des mesures de vigilance. 4 couleurs pour prévenir de la gravité d'un événement. Le rouge indique une mesure d'exception.
C'est la première fois depuis 8 ans que la procédure de vigilance est opérationnelle, que la Charente-Maritime et la Vendée étaient placées en vigilance rouge. Donc une fois tous les 8 ans, ça montre quand même la manière dont on voyait cette tempête. On pensait effectivement que c'était quelque chose de très grave. En réponse à l'alerte rouge émise par Météo France, le préfet réunit l'ensemble des partenaires de la sécurité civile. Sapeurs-pompiers, hôpitaux publics et militaires sont mobilisés pour faire face à la catastrophe. La veille de la tempête, plus de 500 agents de la sécurité se tiennent prêts à faire face. Chez les sapeurs-pompiers, en haut lieu, l'alerte rouge est prise très au sérieux. On comprend rapidement que le phénomène n'est pas uniquement un phénomène de tempête, donc de vent. Les prévisions sont précises sur la hauteur d'eau et sur un phénomène particulier de conjugaison de différents facteurs, en particulier de vent et de marée. Donc, nous dessinons des scénarios et on identifie sur les 450 km de côte de Charente-Maritime les zones qui sont susceptibles d'être submergées, sans grande précision. On ne pouvait pas le dire à telle commune ou telle autre commune, encore moins telle rue ou telle autre rue. Donc il fallait évacuer soit l'ensemble de la population littorale de Charente-Maritime, soit se tenir prêt à faire face à cet événement le plus rapidement possible. C'est cette deuxième solution qui a été retenue. Le samedi 27, à 21h, nous passons en alerte rouge. Le département est placé en alerte rouge. Pour autant, aucune mesure d'évacuation n'est décidée. Dans les maisons, tout le monde dort. À 3h du matin, c'est la catastrophe. Christiane et Claude Bottecchia se souviennent de cet étrange réveil. À 3h du matin, j'ai eu une envie pressante d'aller faire pipi. Et quand je me suis levée, j'ai posé pied à terre, j'avais l'eau aux genoux. Alors là, j'ai réveillé Claude. J'ai dit, réveille-toi, il y a de l'eau partout. Un bruit. Ça venait de partout, l'eau passait de partout. Je sentais que j'avais les fesses qui trempaient dans l'eau. Je dis, oui. C'est monté au-dessus. Ouh, et alors là. Ah oui. Le lit montait avec l'eau. Le lit montait. J'ai voulu allumer, mais plus de courant. À 3h30, la coupure d'électricité est générale. La route de la plage est plongée dans le noir. L'inondation atteint son record, plus de 2 mètres. On a vu que l'eau remplissait complètement le jardin, quoi. Donc on voyait de l'eau jusqu'en haut de la baie vitrée. Donc on s'est dit, on est dans notre maison, mais on est dans la mer, quoi. Et on s'est très très vite rendu compte que l'eau allait rentrer. Ce flash que j'ai, c'est que quand je tourne la tête et que je vois la baie vitrée avec l'eau à 1,80 m derrière, et que c'est pas l'eau turquoise que je vois, c'est de la boue, c'est de la vase avec le mouvement des vagues et tout. Là, je sais qu'on est face à un réel problème et que la mer est juste derrière la baie vitrée, quoi. Donc là, au niveau de la porte, c'est pareil, il y avait des grands jets d'eau qui apparaissaient un peu de partout. Au niveau de la fenêtre, c'était pareil. Tous les joints, hein, ça pissait de partout, en fait, de l'eau. Sous l'effet de la pression de l'eau, la baie vitrée explose. Je devais être à peu près là, quand la baie vitrée a explosé. Mon frère était devant, donc lui, malheureusement, il a pris toute la baie vitrée dans les jambes. Donc il a eu les 2 jambes sectionnées, les tendons des 2 jambes sectionnés. Donc il s'est presque allongé sur moi en me disant « aide-moi à me relever parce que je suis blessée gravement ». À ce moment-là, Anna fait preuve de sang-froid et prend les bonnes décisions pour sauver sa famille.
Et de là, moi, je saute par-dessus le bar et puis je vais pour me diriger en fait dans l'arrière-cuisine et puis dans le garage, puisque je vois que cette issue-là, vu qu'on est dans une maison de plein pied, que tout est fermé, que pas d'étage, prêt au piège. Il faut sortir de la maison parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'eau va rentrer, on ne sait pas jusqu'où l'eau va monter et elle est quand même montée à 1,80 m, donc c'est déjà suffisant. Ça a été d'une force et d'une violence inouïe. Il y a eu beaucoup de courant en plus, bon, sans parler du froid parce que l'eau était gelée. Donc, Voici les images de la désolation prises quelques jours après la catastrophe. Le 28 février, la famille a dû sortir de cet enfer dans l'obscurité la plus totale. Il faisait 8 degrés, on ne savait pas où on mettait les pieds, on ne savait pas où on allait parce qu'il y avait des meubles, il y avait de la vaisselle qui flottait. Il y avait des bris de verre, il y avait surtout... C'était très dangereux, on ne savait pas où on mettait les pieds. L'eau, elle était plutôt comme ça. Hein. C'était de l'eau, de la boue, un mélange de plein de choses. On ne sait pas trop, mais c'était pas que de l'eau. C'était pas que de l'eau. Les sinistrés de la tempête Xynthia parlent tous d'une boue glacée. D'où vient ce phénomène? Dans des conditions normales de marée, cette vase, elle va rester en place. Par contre, s'il y a des vagues, et a fortiori s'il y a une tempête, toute cette vase elle va être arrachée et remise en suspension. J'ai dit à Claude, ça arrive de partout. Oh, j'ai la mer se déchaîne, c'est pas possible. On entendait ce ronflement de vent. On voyait comme ça l'eau monter. On la voyait. Une demi-heure en haut. Okay. On faisait des points de repère. Il y a la porte qui a été dégondée. Il y a les gonds. Les gonds de la porte, ça s'était arrêté au dernier gond de la porte, l'eau, le niveau d'eau. Et je regardais, je fixais toujours, je disais à Claude, oh, ça ne monte plus. Ça va baisser maintenant. Ça va baisser. Alors, ça ne baissait pas. Après, on voyait le gond. On m'a dit, ça y est, ça va baisser un peu. Mais ça ne montait plus. Moi, tout de suite, ce que j'ai pensé, j'ai dit, mais la mer est passée par-dessus, là, c'est fou. L'inondation causée par la submersion est spectaculaire. Habituellement, les marées hautes reviennent tous les 28 jours. Cette élévation de l'eau est influencée par la pleine lune. En Charente-Maritime, cette marée haute peut atteindre 6,50 m par rapport au niveau le plus haut de la mer. Lors de la tempête Xynthia, la marée haute a atteint un niveau record de plus de 8 mètres. Ce phénomène marin exceptionnel porte un nom, la marée haute de Vive-Eau. Et ce qui rend Xynthia particulièrement destructrice, c'est qu'il y a eu conjonction du coup de vent avec une marée haute de Vive-Eau. Et donc on a eu un niveau d'eau qui est monté anormalement haut. Donc, toute élévation du niveau d'eau qui est au-dessus de ce qui est prédit, ça porte un nom, ça s'appelle une surcote. Et dans le cas de Xynthia, la surcote en question était de 1,50 m au-dessus du niveau prédit. Le phénomène de submersion est lié à la rencontre désastreuse entre le vent et les vagues. Quand le vent souffle, ça déforme le plan d'eau. Mais le problème, c'est que plus le plan d'eau est agité, plus il offre une surface rugueuse et plus le couplage est efficace. C'est-à-dire que plus il y a de vent, plus il y a de vagues, plus il y a de vagues, plus c'est rugueux, plus le vent va être efficace. Et le vent s'accroche sur les vagues et pousse la mer vers les terres. La route de la plage inondée lors de la tempête est construite sur d'anciens marais salants. Grâce à la construction des digues, l'homme a pu gagner du terrain sur l'océan. C'est une zone dite de polder, particulièrement sensible au phénomène de submersion marine. Alors ce qu'on voit bien sur cette photographie aérienne, c'est la plage des Trés, en clair là, et la dune qui est végétalisée juste en arrière. Juste derrière la dune, on voit les maisons, là, les toits des maisons. On voit ici la voie ferrée. Et donc tout ce qui apparaît en vert et en brun, en fait, ce sont des champs qui ont été mis en place sur le marais, c'est-à-dire sur le territoire bas qui est protégé par la barrière. D'accord ? Donc en fait, tous ces territoires-là, en fait, ce sont des polders. Ce sont des Pays-Bas, c'est comme aux Pays-Bas.
La nuit du 28 février 2010, l'eau est entrée par les deux extrémités de la plage. Les digues construites par l'homme n'ont pas pu contenir l'océan. La route de la plage s'est trouvée prise en étau. Et seule la voie ferrée, située 2 mètres au-dessus du sol, a gardé les pieds au sec. C'est dans cette cuvette que les premiers secours arrivent à 4 heures du matin. Dans notre élan, on arrive, on passe la voie ferrée et bloqué par les eaux, puisque juste après la voie ferrée, c'était totalement inondé. Là, ça ressemble pas à grand-chose. On voit rien du tout, sauf des mobil-homes qui flottent. Ok, c'est comme ça, on va décharger, nous, en attendant que les collègues reviennent. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu une inondation pareille. Là, on est obligé de s'arrêter et on est parti à la nage, sachant que derrière, il restait quand même pas mal de terre, quoi. Et on se disait, c'est grand, là c'est grand, il y a un grand secteur inondé, là. Il va y avoir du boulot. Bon nombre de sinistrés ont commencé à évacuer leurs maisons devenues de véritables pièges. Comme Anna, qui réussit à trouver une issue de secours en passant par la porte arrière de sa maison. Il y a tout qui me fait barrage et je me dis, il faut absolument que j'arrive à atteindre cette porte-là parce que c'est la seule manière de sortir dehors, quoi. Donc heureusement, les clés sont sur la porte et on peut ouvrir cette porte-là et on se retrouve donc dehors. Et là, faut nager, quoi. Là, vous êtes dehors dans la mer. En fait, à partir du numéro 10 de la rue, on avait de l'eau jusqu'aux épaules et ça continuait à monter. Donc là, on a commencé à répondre aux appels des gens qui nous avaient vus arriver et qui, eux, étaient soit sur les toits, soit sur les murets, en chemise de nuit. On part avec la lampe torche dans la bouche, à la nage, et on avance, quoi. On réfléchit pas, quoi. On voit des lumières, on voit des gens, on entend des gens crier, donc... Il est alors 4 heures du matin. La température extérieure est de 4 degrés. C'est un grand moment de solitude, on est en plein milieu de l'eau, on voit rien du tout, on entend des cris de partout, en dessous il y a des voitures, il y a du barbelé, on nage en direction des bruits. L'affolement est général. La nuit ajoute à l'angoisse des sauveteurs et des sinistrés. La mer a pris tout le monde par surprise. Les habitants des zones inondées ont fait preuve de sang-froid et de courage. Sans arrêt, je me disais, il faut pas que tu lâches ton mari. Et à un moment donné, le matelas s'est tourné, vous savez, il s'est mis sur une tranche. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, il n'y a pas. Je vais enfourcher le matelas pour avoir un appui, pour continuer à maintenir Claude en haut. Il fallait s'agripper l'un à l'autre et on se cramponnait l'un à l'autre, hein, pour pas s'en aller. Hein. Le couple restera 5 heures dans plus de 2 mètres d'eau, prisonnier derrière ses volets. Au même moment, Anna et sa famille tentent de fuir cet enfer. En fait, on est dans la mer, l'eau elle est là, donc c'est recouvert, enfin c'est la mer, quoi. Il y a de l'eau partout. Il est 4h30 et c'est dans une eau à 8 degrés qu'Anna et Thierry vont devoir nager avec leur petite fille Tessa, âgée de 4 ans. Elle a nagé dans l'eau, dans le froid, elle n'a pas paniqué, elle n'a pas pleuré. Donc moi je lui disais, bon tu bats tes pieds, tu bouges tes bras et puis tu voilà, nages, quoi. Tu nages. Il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu de cris, il y a uniquement des ordres donnés, on évacue, on sort. C'est impressionnant, on ne sait pas non plus où est-ce qu'on va arriver, comment faire pour s'en sortir. À ce moment-là, on est quand même dans l'eau, puis il faut en sortir de l'eau. Finalement, après 20 minutes à nager dans l'obscurité, ils vont trouver refuge dans les combles de cette maison de plain-pied. On arrive jusqu'au grenier où on est hissé en fait par les gens qui sont déjà dedans parce qu'on s'est retrouvés à peu près à 13 ou à 14 à l'intérieur des combles. Il est 7 heures du matin, le vent est tombé et la mer retrouve son calme. L'hélicoptère de la sécurité civile peut enfin décoller. Pour secourir l'ensemble des sinistrés, pilotes et plongeurs vont devoir travailler main dans la main. On nous attend comme le Messie. On était le premier moyen aérien sur zone. Les autres sont arrivés ensuite. Bon, c'est vrai qu'on se dit de toute façon, on arrive toujours trop tard. Ça, c'est toujours évident. Mais après, il y a des conditions météo qui sont telles qu'on ne peut pas forcément arriver avant non plus.
Quand on entendait les hélicos, en fait, on s'est tous mis à brailler, au secours, on est là, aidez-nous, à crier très très fort pour qu'ils nous entendent, pour qu'ils sachent que dans cette maison-là, en fait, il y avait des gens qui étaient dans les combles. Et on entendait par écho des gens qui nous répondaient, en fait. Donc c'était une drôle d'ambiance. Voilà 3 heures que les plongeurs assurent les secours dans une eau gelée et chargée de déchets. À bout de force, ils attendent eux aussi l'hélicoptère pour évacuer les sinistrés les plus touchés par la catastrophe. Quand on voit dans le ciel, au loin, le phare de l'hélicoptère, qu'on arrive à le contacter par radio, on a quand même un sentiment de soulagement parce qu'on se dit qu'on va quand même enfin pouvoir commencer à évacuer ces gens qui, pour la plupart, étaient en petite tenue mouillés sur un toit en plein hiver. Donc il y avait quand même une certaine urgence à les évacuer. Quand on arrive sur zone, on a un premier contact radio avec un plongeur qui est présent au sol et qui nous indique qu'il est sur un toit avec 13 personnes qu'il faut qu'on aille récupérer. On s'est organisé très vite, l'embarcation à la sortie, et moi qui faisais descendre les gens des combles et qui les passais à mes collègues à l'extérieur pour qu'ils les mettent dans l'embarcation. Donc avec l'impératif d'aller le plus vite possible parce que des enfants, parce qu'une personne blessée et évidemment les gens dans des tenues très légères, frigorifiées. Les victimes sont toutes en état d'hypothermie et risquent à tout moment de se noyer. J'ai coulé parce que la porte, comme j'avais plus rien, j'ai lâché la porte. Et puis bon, j'ai basculé. Alors basculé, et j'avais 2 mètres d'eau au-dessus de ma tête. Il fallait que je l'agrippe pour le monter. Alors, c'est pour ça que je me suis noyé, quoi, c'est tout. Ils sont arrivés à ce moment-là. Ils nous sont sortis à ce moment-là. Vont s'enchaîner personnes âgées, enfants, des femmes, une femme enceinte également, des gens inconscients, blessés graves, en hypothermie et puis marqués psychologiquement. On sent que c'est très lourd et très pesant. Les victimes reçoivent les premiers soins dans l'hélicoptère. Il faut faire vite. Là, on comprend qu'il va falloir séparer parents et enfants, à un moment donné, faire des choix. Donc, s'effectue le treuillage de la maman, puis ensuite de la petite fille, qu'on enlève des bras du papa. Donc, on se dit que c'est pas simple, mais durant la remontée, même si c'est très très court, même si c'est rapide, on croise le regard de l'enfant et c'est très intense. Et on a surtout eu peur pour les enfants parce qu'ils sont petits, c'est des tout petits corps. On s'est dit il faut vraiment vite les réchauffer. En moins d'1 heure, route de la plage, 36 personnes dans un état grave sont évacuées par l'hélicoptère de la sécurité civile, comme Christiane et Claude qui doivent la vie à la rapidité des secours. Les sauveteurs entrent dans notre chambre, ils nous prennent tous les deux, mais Claude ne parle plus, il est inconscient, il est comme un morceau de bois. On monte tous les deux dans le Zodiac, et là, il nous emmène à la voie ferrée où l'hélicoptère était posé pour nous élitreiller. Quand on va chercher ce couple de personnes âgées, bon, je me rappelle parce que c'est des histoires qu'on garde très, très longtemps en mémoire quand même. Donc on les a récupérés, on a treuillé sur la voie ferrée. Donc très vite, une fois qu'elles ont été à bord, là, on a eu conscience qu'elles n'étaient pas bien du tout. Donc on est allé très très vite à l'hôpital où elles ont été prises rapidement en compte par les personnels des urgences. Heureusement, on était à 3-4 minutes de vol de l'hôpital, donc c'est allé très très vite. Mon corps était à 28 degrés quand je suis arrivée aux urgences. Alors là, à l'arrivée, ils m'ont fait massage cardiaque. Défibrillateur. Défibrillateur, RO. Après... Une première piqûre dans le cœur. Une piqûre dans le cœur, ça n'a rien donné. Une deuxième, là, j'ai commencé à... J'ai dû dire, non, 2 ça va, mais pas 3. Et puis c'est reparti. 17 minutes, c'est long. Le jour s'est levé sur la côte charentaise. L'ampleur du désastre frappe les consciences. Au cœur de l'hiver, l'eau a tout emporté sur son passage. Cette nuit-là, la mer a trahi ses habitants. Il y a
Le fait d'avoir le Zodiac, l'hélicoptère, de n'avoir que cette solution pour pouvoir sortir de là, que d'être mise dans un hélicoptère et emportée vraiment sur la terre ferme, donc c'est-à-dire loin, on s'est quand même dit c'est grave ce qui s'est passé. Parce qu'en plus de l'hélicoptère, on a quand même vu toutes ces maisons submergées dont on ne voyait plus que les toits. C'est une image quand même, c'est violent. C'est quelque chose pour nous qui est assez effroyable. Oui, on ne se rendait pas bien compte de l'ampleur du désastre jusqu'à présent, et au fur et à mesure que le jour se lève, on prend vraiment en compte la catastrophe qui vient de se passer. La nuit du 28 février 2010, la tempête Xynthia a fait 63 morts, touchant plus de 400 km de côte. La stupeur est générale, mais déjà des voix s'élèvent pour dire que la catastrophe aurait dû être évitée, du moins en partie. Bourrasques, ouragans, voilà plus de 100 ans que la région subit ce qu'on peut appeler des raz-de-marée. Les archives de la presse locale l'attestent. Xynthia n'est pas un phénomène si rare que cela. La tempête Xynthia n'est pas un cas isolé. Ce genre de phénomène s'est déjà produit dans le passé, sur la période contemporaine, puisque je suis historienne contemporaine. Donc, sur la période contemporaine, on a déjà recensé quasiment 10 événements semblables à la tempête Xynthia. Donc, c'est vrai quand on entend dire de la part de personnes, des élus par exemple, que ce phénomène est unique, là je dis non, non. Et la preuve se trouve juste à côté de moi. Vous avez ces articles. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas laisser des gens mourir. Il faut, je pense, mettre en place quelque chose qui soit un petit peu dans le même style que le mémoire, le devoir de mémoire pour des guerres, des choses comme ça. Pourquoi pas? Les gens qui ont traversé Xynthia ont l'impression d'avoir vécu la guerre. Sauf que l'ennemi était la mer. La tempête Xynthia, les catastrophes de Madère ou du Var, ces événements rappellent, chacun à leur manière, combien la violence des phénomènes météo et la force de l'eau peuvent être destructeurs. Les inondations provoquent de véritables cataclysmes laissant derrière elles des paysages et des populations dévastées.